Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne officielle de Dans le Mille. Donc écoutez, comme on avait expliqué à notre podcast, ici ça va être une chaîne où vous allez retrouver les podcasts de Dans le Mille comme sur la chaîne de Sur la Bande, mais avec du contenu en plus, comme des analyses. Aujourd'hui, on analyse le prospect pour le repêchage LNH 2025, Matteo Nobert. Un centre de 6 pieds qui évolue pour l'Armada de Blainville, ancien choix, troisième overall pour le repêchage LHMQ. Mais avant de rentrer là-dedans, un petit remerciement à nos sponsors, Elite Prospect, qui fournissent le fond avec toutes les statistiques, qui font un beau visuel pour vous. Avec DLM30, vous avez 30% de rabais sur leur abonnement annuel. Super pratique, le site de recherche gratuit le plus complet. Et puis, si vous payez pour avoir l'abonnement annuel avec le code, c'est encore plus complet. Sinon, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement hors glace ou sur glace, perfoelite.com. Une super équipe pour encadrer, soit si c'est votre enfant, si c'est vous-même ou bien si vous êtes coach, votre équipe. Donc, allez voir ça, perfoelite.com. Donc, pour ne pas prendre toute la journée, là, rentrons dans l'analyse de Matteo Nobert. Tout d'abord, j'en ai dit un peu au début, mais un peu de contexte. C'est qui Matteo Nobert? C'est l'ancien troisième choix dans le repêchage de la LHMQ, donc l'année où il y avait eu Caleb Desnoyers et Émile Guité. Le troisième choix, c'était Matteo Nobert. À son année de QM18, il avait 44 points en 42 matchs, puis c'est ça qui lui a valu d'être là. QM18, il était avec Lyon de Lac-Saint-Louis. C'était vraiment lui le moteur de l'attaque. C'est drôle quand on compare ça au rôle qu'il y a maintenant en LHMQ. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est pour ça que c'est important, intéressant de garder ça en tête, de où est-ce qu'il vient, comment il a été bâti. Blainville, l'équipe dans laquelle il joue en ce moment, de quoi ça a l'air, c'est une équipe très, très prometteuse. Beaucoup de jeunes, dont des gros talents pour le repêchage de cette année. Et l'autre d'après, on parle des plus gros, c'est Justin Carbonneau, sur qui on va sortir une analyse plus tard aussi. Et Villeneuve, le défenseur, un talent incroyable pour le repêchage 2025. Je sais pas, 2026, excusez-moi. Je sais pas si lui, on va sortir une analyse cette année, mais l'année prochaine. Mais c'est vraiment un joueur, là, regardez-le jouer, c'est un art comment il joue. Donc, tout ça pour dire que Matteo Nobert est très bien entouré à Blainville. C'est une équipe jeune et toute l'équipe apprenne ensemble en étant l'idée par des excellents vétérans, comme Fauchon, par exemple, qui est un des meilleurs joueurs dans la GMQ. Donc, ils ont des très bons modèles. Parlons un peu, avant de parler de cette saison, parlons de la saison dernière de Matteo Nobert, parce que je pense que c'est important à mettre en contexte. La saison dernière, quand on compare aux autres choix du même repêchage, c'est peut-être lui qui a eu une des saisons les plus décevantes, avec 26 points en 62 matchs. Par contre, mise en contexte, vous le voyez aussi dans le nombre, là, 62 matchs, il a raté un petit peu de temps à cause d'une blessure. Et puis, comme on dit dans tous les épisodes où on analyse, ou bien tous les épisodes où on parle de LHMQ, prenons le temps. C'est pas parce qu'un joueur a 26 points dans sa première année que ça veut dire que c'est complètement raté. Il y a des joueurs que ça prend un petit peu plus de temps à adapter leur style de jeu à une ligue de niveau plus haut. Que ça soit de QM18 à LHMQ, de LHMQ à AHL, que ce soit de AHL à Pro, LNH, pardon. Donc, tout ça pour dire, ne paniquons pas. Et puis, le point, en fait, de ça, c'est regarder sa production cette saison. C'est 10 points en 6 matchs. Donc, il est passé de 26 points en 62 matchs à 10 points en 6 matchs. Donc, si ça continue comme ça, il va finir la saison avec plus de points que de matchs. Donc, sautons pas à la conclusion. Dans mon analyse, je ne prends pas en compte comme s'il avait produit comme ça toute cette saison. Comme je dis, c'est une analyse de début de saison. Peut-être qu'il y en aura une autre à la fin de la saison. Si on voit assez d'amélioration pour en faire une. Mais sinon, prenez en compte, cette analyse-là est basée sur la saison dernière de Matteo Nobert et les 6 matchs qu'il a joués cette saison. Plus ce que j'ai vu en QM18, mais ça, c'est plus pour comparer l'amélioration. Commençons, je vais structurer ça un peu comme la saison passée. Si vous avez regardé nos autres analyses pour le repêchage 2024, on va parler de la zone offensive et de la zone défensive. Et puis, en même temps, dans les deux, on va parler de justement le jeu en zone neutre, plus les fondamentales vont rentrer là-dedans. Vous allez voir dans les deux, je parle du patinage. Donc, c'est juste façon de les classer, zone offensive, zone défensive, puis après ça, on conclut un peu avec qu'est-ce qu'on veut voir de Matteo Nobert cette saison, où est-ce qu'on pourrait le voir, et à quel point est-ce que c'est un gros talent pour le repêchage pour le moment. Donc, commençons avec la zone offensive.
Matteo Nobert, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Donc, vous allez voir qu'en termes d'accélération en ligne droite, il y a vraiment un petit retard, un pas de moins que les autres. C'est vraiment pas ça qui fait son jeu. Mais là, quand on regarde justement son 10 points en 6 matchs, comment ça se fait qu'un joueur que moi je dis qui est relativement lent comparé aux autres, comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de points? Ben, ce qui fait vraiment le jeu de Matteo Nobert, c'est son placement. Son placement, c'était la même chose en QM18. C'est un excellent joueur pour se placer sur la glace. Donc, il garde toujours une très bonne distance avec la rondelle pour être dangereux, pour aider son équipe à garder la puck quand c'est en zone offensive, pour se mettre dans le chemin des passes, pour intercepter quand il y a des revirements. Donc, il travaille extrêmement fort pour garder la puck en zone offensive, ce qui aide vraiment à alimenter l'attaque de son équipe. Et puis, non seulement ça, ça c'est plus quand l'autre équipe a la rondelle, mais quand son équipe a la rondelle, il est capable de vraiment se faire oublier en zone offensive, de se placer pour être dangereux. Il joue avec Justin Carbonneau et Justin Carbonneau, lui, c'est vraiment un joueur qui rush avec des excellentes mains et qui attire beaucoup d'attention. Matteo Nobert, c'est parfait pour lui parce que lui, c'est le gars à côté que justement, il va pas super vite, il donne quelques coups de patin puis il va tranquillement se placer. Il fait juste des tout petites explosions. Là, par exemple, vous n'allez pas le voir exploser jusqu'à 10 mètres, une accélération qui fait toute la patinoire. Par contre, des petits coups 1, 2, 3 pour se mettre dans une bonne position de but, ça, il le fait. Puis ça fait que, vu qu'il joue avec Justin Carbonneau, il est souvent en position de faire des tirs grâce à son placement et à sa lecture de jeu. Donc, c'est vraiment plus dans les détails. Mais là, vous comprendrez avec ça, c'est pas le meneur de jeu. Matteo Nobert, ce n'est pas le joueur qui va rentrer en explosant dans la zone offensive, qui va tout drive le jeu. C'est pas celui qui va arriver, qui va faire l'entrée de zone, qui va finir, qui va faire la passe. Par contre, il est très bon pour aider avec les entrées de zone. Donc, c'est-à-dire en attendant que la puck soit placée dans la zone offensive, il va attendre un peu à la ligne bleue. Il va recevoir une petite passe, il peut juste faire on le voit souvent faire une petite déflexion pour qu'un autre de ses joueurs la récupère dans la zone offensive. Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va partir de sa zone puis qui va l'amener en zone offensive, mais peut être justement, ça va être le thème un peu là, de Matteo Nobert, peut être un très bon support aux entrées de zone, même si c'est pas lui qui fait des moves, encore une fois, pour comparer à Carbonneau, qui lui va prendre la puck de sa zone, va traverser toute la zone neutre, puis après ça va rentrer en zone offensive. Matteo Nobert, lui, quand il y a la rondelle en zone neutre, souvent on le voit essayer de faire une passe pour créer une entrée de zone à la place de lui patiner et aller chercher cette entrée de zone lui-même. Ce qui est très important dans le jeu de Nobert et ce qui fait beaucoup, c'est scanner. Quand on est un joueur qui est pas explosif, qui dépend pas de ses mains, de son talent, qu'on le voit pas, on va pas le voir battre 3 défenseurs en échappée, là, c'est vraiment son scanning et son anticipation du jeu. Matteo Nobert est tout le temps en lecture de jeu, tout le temps en train de regarder où est-ce que ses coéquipiers sont, puis il le fait super bien parce que sinon, on le verrait, son style de jeu ne marcherait pas du tout. Donc, pour bien se placer, pour bien faire ses petites passes d'entrée, comme je disais, il faut avoir une bonne lecture du jeu et savoir où ses coéquipiers sont placés. Et ça, Matteo Nobert, c'est vraiment quelque chose, un peu comme son positionnement, c'est vraiment sa spécialité. Lire le jeu, où est-ce que tu dois te placer, il se place bien, où est-ce que mon coéquipier est. Quand Matteo Nobert s'en va pour récupérer une passe, intercepte une passe, oui, l'interception, elle est impressionnante, mais en plus de ça, ce qui est vraiment impressionnant, c'est à la vitesse à laquelle il sait ce qu'il veut faire avec après, parce qu'il a lu le jeu, puis il sait où est-ce que son coéquipier s'en va, il anticipe bien le jeu, donc il sait où envoyer la rondelle pour continuer à alimenter l'attaque, réalimenter l'attaque, relancer l'attaque une fois qu'il a récupéré la rondelle, que ce soit par une interception ou bien mettre son bâton dans le chemin du joueur. Puis, parlons de son bâton, Matteo Nobert, ça aussi, c'est un atout qu'il utilise super bien. Matteo Nobert place extrêmement bien, angle super bien son corps et son bâton vers les joueurs adverses pour être capable d'aller chercher des rondelles en interception, couper des lignes de passe. Donc, vous allez le voir quand il est en zone défensive et qu'il y a le milieu
de la glace, il est vraiment, son corps est tout le temps en angle pour que dès qu'il voit une petite erreur, peut-être que c'est une passe trop molle, peut-être que c'est une mauvaise réception de passe, si il est à distance, si ça se passe proche du centre de la glace où lui, en tant que centre, la majorité de son temps, il est en zone défensive, il va sauter dessus, puis il va punir l'autre équipe pour la petite erreur qu'ils ont fait. Tout ça parce que son bâton est solide, bien placé, son corps est bien anglé pour aller justement sauter sur ces rondelles. Encore une fois, je dis sauter, mais sans que ça soit une grosse explosion, là. Juste un petit stride rapide, aller chercher la rondelle, un petit stride rapide pour aller mettre son bâton dans la ligne de passe, aller chercher l'interception. C'est des petits détails, mais qui enlèvent beaucoup de stress sur la défense de son équipe. Par contre, quand on parle du jeu, de ce jeu-là qui aide beaucoup la défense de son équipe, ce qui manque un peu à Matteo Nobert, c'est l'aspect physique. C'est-à-dire que, vous l'avez vu au début, je l'ai dit, vous voyez les stats à côté, Matteo Nobert fait 6 pieds, 65 kg. C'est quand même, c'est pas un Justin Poirier, admettons. C'est quelqu'un de qui, quand même, quand on a un centre, on s'attend à ce qu'il fasse des jeux un peu à la Caleb Desnoyers, où il soit capable de bien voir quand est-ce que son équipe a besoin d'un peu d'aide sur les boards et d'aller s'impliquer dans les batailles, justement, sur la bande. Là, Matteo Nobert, je pense pas que c'est une question de peur ou de volonté. Il va les faire, c'est juste une question d'efficacité. Donc peut-être que s'il se fait repêcher et il lui demande de faire le saut pro, ça va être quelqu'un qui justement, ils vont lui demander de prendre peut-être un tout petit peu plus de masse, de te mettre un peu plus à l'aise, de pratiquer ça. Parce que pour le moment, encore une fois, pas un problème de volonté. Il n'est pas désimpliqué complètement du jeu physique. Quand vient son tour de le faire, il le fait. C'est juste que l'efficacité n'est pas encore au rendez-vous. Puis je pense que quand on prend globalement, si on dit que c'est un centre qui va être un joueur de support, puis qui va avoir un apport défensif, quand on va parler plus dans la partie zone défensive, il faut avoir un jeu physique qui vient avec, sinon ça ne marchera pas plus haut. Donc c'est vraiment, tu sais, quand je parlais au début de peut-être qu'on va faire une autre analyse si on voit certaines améliorations. Ça pourrait être une d'entre elles. Si à la fin de la saison, moi je regarde Matteo Nobert et je vois un joueur qui, justement, ce que je comparais tantôt à la Caleb Desnoyers, va aller mettre les joueurs sur la bande, va plus avoir aucune hésitation et puis au moins 50% du temps va s'en sortir avec la rondelle ou bien va réussir à faire que son équipe garde la rondelle. Bien, peut-être qu'on s'en reparlera. Sinon, un autre truc que je voulais regarder en zone offensive d'ici la fin de la saison, c'est que parfois, Matteo Nobert, je dis, il garde une bonne distance à la rondelle, mais il y a quelques fois où je l'ai vu dans ces 6 matchs un tout petit peu trop coller la rondelle, un tout petit peu trop suivre la rondelle. Donc, justement, oublier ce qui fait son jeu, son placement, sa lecture de jeu, et puis aller un tout petit peu trop coller la rondelle. Je pense que c'est la première saison où justement il y a un grand rôle en LHJMQ, que tout clique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a travaillé cet été parce que clairement on voit les résultats quand vous regardez juste les statistiques ici, là, 6 matchs, 10 points. Il y a quand même des choses qui se sont super bien améliorées, mais peut-être que ça c'est un autre aspect qui va s'améliorer d'ici la fin de la saison. Puis j'ai aucun doute en fait là-dedans parce que c'est un joueur tellement intelligent en termes de placement que je pense que c'est vraiment des erreurs de début de saison. Donc encore une fois, à noter, prenez dans votre calepin qu'est-ce que Renaud va dire à la fin de la saison sur le placement, sur est-ce que Matteo Nobert suit encore la rondelle. Puis ça, écoutez aussi, c'est pas un énorme drapeau rouge, c'est vraiment plus aller des micro-analyses, dans le sens où en junior, on voit beaucoup ça, puis c'est une habitude que je pense qui est quand même facile à perdre si le joueur ne le fait pas tout le temps et Matteo Nobert ne le fait pas tout le temps. Encore une fois, comment est-ce que Matteo Nobert marque ses buts? C'est vraiment à cause d'un super beau placement, puis un tir du poignet qui est... on parle pas du tir de Colby Barlow, là, mais quand même un tir solide pour aller finir. Il a toutes les capacités pour finir. C'est ça, c'est pas le type de joueur que, encore une fois, je disais, vous allez le voir déjouer 2 défenseurs puis aller battre un gardien de but. C'est vraiment un joueur qui va bien se placer pour une passe ou bien qui va bien anticiper où est-ce que Carbonneau s'en va, par exemple, lui faire une passe et aller marquer un but. Donc, c'est un excellent joueur de support pour une ligne avec des noms qui sont productifs. Donc, en attaque, vous voyez, si on peut résumer un peu, c'est ça, c'est pas le joueur le plus rapide, mais à cause de son placement, il est capable de rattraper un peu cette vitesse-là. Et puis, c'est un excellent joueur en termes de vision de jeu, aller chercher les passes, se placer pour compléter des buts. Et puis, ça marche beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de ces
ses buts, c'est sûr que quand il va arriver au niveau pro, il va se faire plus surveiller. Il n'y aura peut-être pas un Carbonneau à côté de lui. Mais néanmoins, c'est quand même un joueur qui fait beaucoup circuler la rondelle en zone offensive. On ne le voit pas juste marquer ses points en faisant des petits jeux faciles qui marchent juste dans le junior, admettons. Donc ça, c'est très bon. Euh, Maintenant, parlons de la zone défensive, si vous voulez bien. Tantôt, j'en ai parlé un peu, là, mais son jeu en zone défensive, où est-ce qu'il shine le plus, c'est vraiment au milieu de la zone défensive, proche de la ligne bleue, quand tout ce qu'il y a à faire, c'est des petits déplacements, parce que ça, il les fait rapidement. Ça, il n'y a pas de problème de vitesse là-dedans. Quand il a juste à bouger peut-être 2-3 mètres à côté de lui, exploser sur une mini-distance, il le fait super bien. Garder son jeu, son bâton impliqué dans le jeu, l'inclinaison de son corps, comme je disais tantôt, pour justement couper des passes. C'est pratique en zone offensive pour garder la puck dans la zone offensive, en zone neutre pour empêcher la transition de l'autre équipe, mais surtout en zone défensive. Et puis surtout encore plus, c'est un joueur qui est très utilisé sur le penalty kill, donc l'infériorité numérique, pardon. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à son jeu dynamique proche de la ligne bleue. Donc quand l'autre équipe a beaucoup d'espace, lui est vraiment bon pour réduire cet espace-là en couvrant beaucoup de territoire sur l'infériorité numérique. Quand on parle par contre du jeu de 5 contre 5, cet aspect-là est encore là, c'est juste que parfois on dirait qu'il n'est pas tant intimidant, il fait pas de temps peur parce qu'il bouge vraiment pas beaucoup, donc son placement est bon, mais il manque un peu de dynamisme dans le 5 contre 5. Dans le jeu, en zone défensive, c'est un bon jeu. Encore une fois, ses aspects d'interception de passe se placent bien. Mais vu que des fois, il est vraiment en observation de jeu, puis il bouge pas beaucoup, on dirait que si tu es un joueur de l'autre équipe, tu n'as pas l'impression que tes options de passe sont tant coupées. Même si, encore une fois, l'aspect est que si tu la rates, ta passe, lui, il va sauter dessus. Alors que quand on parle du jeu de Matteo Nobert en infériorité numérique, là, il bouge, là, il se promène. Fait que j'aimerais ça juste voir ça un peu plus dans le 5 contre 5 parce qu'en ce moment, on dirait qu'il y a par moment qui est un petit peu trop passif dans sa zone. Peut-être quand le jeu s'installe un petit peu trop longtemps dans sa zone, ça tourne autour. On dirait qu'il attend justement de pouvoir faire une interception comme d'habitude. Son placement est bon, mais il faut bouger un peu. Il faut aller couper les lignes de passe, être un petit peu plus dynamique. Je pense que c'est le bon mot. C'est ça, sa spécialité, c'est vraiment l'infériorité numérique, savoir le positionnement des joueurs de l'autre équipe. Ça, c'est vraiment ça qui va amener à une équipe. Là, c'est un gros atout quand même d'avoir un sound qui est un bon joueur de support en attaque et qui en plus peut jouer sur ta première unité d'infériorité numérique potentiellement. Matteo Nobert, c'est ce style de joueur-là. À Blainville, il y a beaucoup de temps sur l'infériorité numérique. Un autre défi qu'il faut en zone défensive, je vais juste vous le nommer parce que j'en ai déjà parlé plus haut, c'est la même chose, tu en as besoin en zone offensive et en zone défensive, c'est le jeu physique et puis l'accélération et la vitesse en ligne droite. Est-ce que je pense que sa carrière est gâchée s'il n'améliore pas sa vitesse? Peut-être pas, mais il va quand même falloir qu'il pousse un tout petit peu parce que c'est correct de ne pas être le joueur le plus rapide, mais il faut quand même être capable de keep up avec le jeu. Puis là, en ce moment, c'est juste que des fois, ces replis sont un peu trop lents à mon goût, même si les petites distances, ça va bien. Donc, ça va être à garder en tête pour Matteo Nobert. Idéalement, là, pour adapter son jeu au pro, si son jeu physique ne s'améliore pas, si sa vitesse reste lente, c'est comme deux gros facteurs qui vont être des gros drapeaux rouges pour les recruteurs de la LNH quand va arriver le repêchage 2025. Donc, ça serait les deux gros aspects à travailler pour moi cette saison. Mes deux bullet points qu'en fait, je vais regarder quand on va faire une analyse de fin de saison, comme je disais. Donc, pour conclure un peu cette analyse de pré-saison, de début de saison, pardonnez-moi, Matteo Nobert, en ce moment, c'est déjà un excellent joueur de niveau LHJMQ. Il est dans la situation parfaite, à mon avis, qui vient compléter des gros noms, des joueurs qui vont attirer l'attention, des joueurs qui vont driver vraiment l'offense. Donc, c'est un excellent joueur de soutien. LHJMQ, par contre, quand on parle de niveau plus haut, il reste des petits défis pour adapter son jeu, que ce soit ECHL, AHL, LNH, peu importe. Il va falloir qu'il travaille quelques petits trucs pour adapter son jeu au niveau plus haut. Tel que mentionné, les deux gros, c'est physicalité et vitesse, excusez-moi. Et puis, sinon,
C'est ça. Overall, le fait que ce soit pas le joueur le plus rapide, comme j'ai dit tantôt, c'est pas le plus gros problème du monde, mais faut juste amener à avoir au moins une vitesse average à la place de en dessous de la moyenne, justement. Tu peux pas être plus lent que tout le monde, tu peux être autant lent que la moyenne. Pas besoin qu'il devienne le plus vite patineur de la LGMQ pour réussir en LNH, mais il faut quand même patiner à la même vitesse que la moyenne des gens. Donc, pour le moment, écoutez, juste pour s'amuser, je vais faire une projection qui est beaucoup trop tôt. Donc, en vrai, là, à part en termes de divertissement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il a juste joué 6 matchs cette saison. Mais juste pour qu'on se donne une petite idée, si je compare aux talents qui sont sortis dans les autres années, c'est un joueur qui sera à surveiller sur votre liste à partir de la troisième ronde, dépendamment de comment est-ce que le reste de son jeu se développe. Parce que si, admettons, d'ici à la fin de saison, son jeu physique devient beaucoup plus efficace, ben alors là, il va vraiment falloir le surveiller pour peut-être troisième, quatrième ronde. Mais si c'est des choses qui restent des problèmes à la fin de la saison, ben alors là, peut-être qu'on parlera plus de 5, 6, septième ronde. On verra. Donc, écoutez, merci d'avoir écouté la première analyse. On vous en sort tout au courant de la saison, des analyses de début de saison, de mi-saison et de fin de saison. Comme j'ai dit, celle de Justin Carbonneau devrait arriver dans les semaines qui viennent. Et puis, Jules aussi vous en prépare. Merci d'avoir été avec moi. Et puis, ben écoutez, bonne saison de hockey junior, de hockey normal. Moi, la journée où je filme ça, c'est le premier match LNH de la saison. Donc, bonne saison de LNH. Merci tout le monde.